Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport, uniquement de sport, avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrère à ma gauche nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat où nous allons parler du séisme du football avec la création ou pas de la Super League. Enfin, nous recevrons Simon Gauzy, pongiste professionnel. Avec nous ce soir, Vincent Avellana. Bonsoir Vincent. Salut. Mehdi Guillaumeau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Marek Keta, bonsoir Marek. Bonsoir tout le monde. Et Kevin Carrère, bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous avez remplacé vraiment Maxime, hein, c'est le salut, la place, le salut, tout. Il reviendra pas, il le sait pas encore, mais il reviendra pas. Hein. Bah, je lui ai pas dit encore, s'il nous écoute. On l'embrasse. Ravi de t'avoir connu. Vous êtes prêt Marek ? Moi je suis prêt, oui, parce que j'ai des crampes. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui, de bilboquet? Non, aujourd'hui on va sur les tatamis là. De pétanque pour non-voyants. Il faut avoir des gilets pare-balles, le truc. C'est vrai que ça existe. Hein. Ah bah sûrement. Non, il y a des challenges de pétanque avec les yeux bandés, c'est très impressionnant. C'est vrai ? Oui. Mais quand je vous demande si vous êtes prêt, c'est-à-dire qu'à 10 secondes de prendre l'antenne, vous étiez sur votre téléphone, limite les pieds sur la table et puis... les aléas du direct, c'est ça. C'est ça, en pleine forme. Non mais en pleine forme. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus. Ça fait 2 petites semaines quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait... Oh, on aurait pu faire 3 quand même. Hein. Ouais. Pensez à nous. Hein. Je vais... voilà. Vous en aviez Salut. Kevin, non, vous il avez... nous a même dit qu'il n'en avait pas les moyens malheureusement oui. de vous faire attendre encore une semaine. Voilà. Il était obligé de vous faire venir. En fait, il me manque tellement que je suis obligé. Vous me manquez tous, messieurs. C'était l'instant... voilà. Émotion. En sachant que je vous aime pas du tout. Kevin, vous avez réussi à dormir un peu ? Cette nuit c'était compliqué, ouais. Avec le séisme là. Avec ce qui s'est passé pour la Super League, on va en parler dans le débat forcément. Pour tout vous dire, on avait prévu un débat sur le TFC, on va en parler avec vous Vincent tout à l'heure, mais le TFC qui a une fin de saison absolument fantastique. Et je me souviens du lancement de mon débat, c'est qu'ils ont une saison fantastique et pour une fois c'est pas le maintien ou savoir si on va être relégué. Là ils ont une saison à monter en Ligue 1, pourquoi pas aller chercher une Coupe de France, une fin de saison aller chercher 2 trophées, ce qui est quand même exceptionnel. Et je vous chambre suffisamment pour le savoir, Vincent et Mehdi, d'aller chercher un trophée qui est... moi je vous le souhaite sincèrement, petite parenthèse, pareil, j'ai envie d'être gentil. Je vous chambre tous les jours sur votre... Qu'est-ce qui vous arrive ? Non, mais il est très gentil là. Hein, mais oui, mais vous allez voir, il va y avoir des problèmes derrière. Parce que vu le débat. Mais je vous chambre beaucoup sur le palmarès pauvrissime du TFC et que c'est vrai que Guingamp a un meilleur palmarès que Toulouse et que Sochaux a un meilleur palmarès. Je sais pas si c'est une caresse ou une claque là quand même, pour le moment. Mais voilà, et je vous le souhaite parce que encore une fois j'ai connu ça avec Sochaux et je vous souhaite vraiment, c'est juste c'est juste génial. Mais oui, mais voilà, c'est le typique. Voilà, mais je vous le souhaite et c'était le débat et le TFC, voilà, on devait parler du TFC qui va jouer en Coupe de France demain. Ouais, on est lundi, donc c'est demain soir à 18h45 et une fin de saison là, pour aller chercher la montée. Mais non, avec ce qui s'est passé donc comme Kevin l'a dit hier soir, c'est ce matin que je vous envoie un message. On change le débat. Oui, on est obligé de changer le débat. On va parler de la Super League. Vous êtes en forme là-dessus, Mehdi ? Sur la Super League ? Ah oui, j'aime beaucoup ce sujet-là. Oui. Après, on est d'accord. Alors, exclusivité, portez-vous bien, et après, on va pouvoir passer au coup de cœur et au coup de gueule. Vous savez que ça va être une connerie quand je dis ça. C'est que même pas. En fait, avec Mehdi, on va former un partenariat. On va faire un dossier pour inclure le TFC et le FC Sochaux dans les 12 clubs. Moi, je veux pas aller dans cette mascarade. Alors ça y est, je veux pas y aller. 350 millions Mbappé à Sochaux. Non, moi je vais aller jouer. Moi, je vais aller jouer contre Vilnius, Bucarest, Malmö, Molde, tout ça. Là, j'ai rien à faire de jouer le Real. Eh ben, ça c'est possible, mais pour ça, il va falloir gagner la Coupe de France et on va en parler dans quelques secondes. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. On vient d'en parler, mais autant rester là-dessus tout de suite. Vincent, vous, c'est un coup de cœur, coup de gueule. Alors, sincèrement, je ne sais pas vraiment pourquoi le gueule, mais le TFC, il y a les quarts de finale de la Coupe de France. Demain et mercredi, le TFC, le dernier club de Ligue 2 représenté, ira... Depuis un moment, oui. Et depuis l'élimination de Sochaux et Valenciennes, c'était en 16e, je crois, 8e, 16e. Oui. Donc ça fait un bon moment que le TFC est le dernier club de Ligue 2. Il joue demain en quart de finale de la Coupe de France à Rumilly. En fait, je vais rester sur votre lancée, sur l'amour, la générosité. Je vais faire une déclaration d'amour à la Coupe de France, tout simplement. Là, après l'annonce de la Super League, quand on fait un peu le point des compétitions, finalement, la Coupe de France est peut-être la seule compétition qui nous rattache aux valeurs originelles du football.
de ce qu'est le sport. C'est déjà la plus ancienne des compétitions françaises. C'est une compétition où tout le monde a sa chance, tous les clubs participent. Le vôtre aussi. Je l'ai joué moi à la Coupe de France. Enfin, premier tour, on va se calmer, mais voilà, c'est pour dire que tout le monde peut jouer du foot en senior dans une équipe. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui motive tout le monde à reprendre l'entraînement en juin, à aller sur des terrains fin juillet, à passer des tours. L'objectif d'avoir le jeu de maillot au 5e tour de mémoire. 4e tour, le maillot. L'objectif de passer le 8e tour, donc d'aller en 32e et d'être l'amateur qui va avoir les télés qui viennent chez soi, d'avoir... Puis d'accueillir les pros, c'est génial. C'est ça, même si c'est l'équipe B par exemple pour le TFC, mais je pense que Rumilly, ils en ont strictement rien à carrer de voir la B venir demain. Ils veulent juste sur leur tableau de chasse, essayer d'éliminer un club professionnel. Le tableau, ils auraient peut-être préféré un autre. Mais bon. Oui, ils auraient peut-être préféré prendre Lyon, Monaco, Paris légitimement, mais même Angers ou Montpellier, je crois qu'il y a Montpellier aussi qui reste. Mais d'ailleurs, la Coupe de France, c'est peut-être c'est moins prestigieux dans les têtes des gens que la Cup. Mais moi, je suis désolé, je préfère gagner. Alors, je suis pas anglais, c'est ça qui est paradoxe. Enfin, c'est difficile à dire. Mais la Coupe de France, il y a la 10e division joue la Coupe de France. On me dit la Coupe d'Angleterre, c'est la plus belle compétition. Non, la Coupe d'Angleterre, c'est pareil. C'est les 4 premières divisions et puis c'est la 5e aussi un petit peu. Ouais, la 5e jusqu'au premier tour. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que nous, la Coupe de France, on a des clubs. Alors certains disent. Je regarde Mehdi Guillonneau, je me dis, oui, c'est le niveau du football français qui machin, etc. Mais c'est sûr qu'il y a en fait autant d'amateurs, c'est sûr que c'est mathématique, c'est statistique qui est, à un moment donné, il y a un pro qui va tomber. Quoi. C'est même culturel. En Angleterre, c'est une honte, ou même en Espagne, d'autres pays, c'est une honte qu'une équipe qui passe des tours. Alors qu'en France, tout le pays va être derrière la petite équipe. Aller demander s'il y en a qui ne se rappellent pas de la finale de Calais contre Nantes en 2000. C'est des, les Herbiers en 2018, Quevilly en 2012, bien sûr. C'est des histoires qui vont vibrer la France aussi. C'est la coupe, ce qui reste. On aime les seconds et les perdants. En France, ça a toujours été. De toute façon, on aime ça. C'est culturel. Ça sent Poulidor. Voilà, ça date de là. Pourquoi la France n'aime pas le TFC Mais je pense que la France n'a aucune haine contre le TFC, justement. Totalement. Voilà, c'est les clubs qui gagnent qu'on n'aime pas. Le PSG est autant aimé que détesté parce que c'est eux qui gagnent. C'est pour ça que vous n'aimez pas Sochaux. Je vous l'ai toujours dit, c'est vous qui m'avez fait détester Sochaux jusque-là. Jusque-là, rien de particulier, quoi. C'était un club sympatoche qui formait 2-3 joueurs. C'était avec sympa, l'histoire en plus. Donc, ouais. On va revenir après un club corpo, malheureusement. Mais on va venir sur le match. Vous attendez quoi de ce match ? La question, elle est bête, messieurs, et je parle pour vous 4. Un petit deal, pareil, c'était dans le débat que j'avais préparé. On vous dit le TFC, vous me voyez venir, hein, gagne la Coupe de France mais ne monte pas. Ou finit deuxième, monte sans trophée. Vous prenez quoi ? C'est-à-dire ni la Ligue 2, ni la Coupe de France. Vous prenez quoi, messieurs ? Deuxième sans trophée. Deuxième sans trophée ? Deuxième sans trophée. Moi, je prends la Coupe. Moi, je prends que la Coupe. La Ligue 2, rien à faire de monter. Je l'ai toujours dit, même depuis le début de l'année. Moi, même cette saison, bon, c'est l'objectif. Je vais bien me descendre. Je suis pas un ultra, je suis porteur de TFC, mais pas à ce point. Moi, je suis pareil, parce que surtout quand on est le TFC, on peut se dire l'année prochaine, on remonte. Là, il y a. Je pense pas que le TFC va avoir autant de chance au tirage c'est pas négatif, c'est pas tous les jours c'est béni là ce qui arrive au TFC clairement. Sur le tirage au sort. Donc la Coupe de France, on est d'accord. Ouais. Clairement. Et on attend aussi demain, moi j'attends avec beaucoup de joie la première dans le groupe du petit craquito finlandais Nathan Skita qui sera dans le groupe pour la première fois. C'est un petit jeune, il a la tête. Alors je sais pas s'il a les pieds, mais en tout cas il a la tête du joueur qui va exploser et qu'on revendra 10 ou 15 millions derrière. En Angleterre, espérons. Enfin, moi je préférerais qu'il fasse toute sa carrière chez nous. Mais bon, c'est le premier du championnat anglais dans 3 ans, West Ham. C'est ça. Je me tourne vers vous, on va aller... Kevin Carrière, parce que... Alors moi Kevin, j'ai adoré ce que vous m'avez dit, parce que vous m'avez dit, je fais un coup de cœur sur le FC Barcelone, donc déjà j'ai vu un peu flou, vous m'avez dit non, c'est que le sportif, et d'ailleurs je parlerai un petit peu de Monaco en Euroleague, c'est-à-dire, je trouve ça juste génial, c'est pas fait exprès. Mais j'ai trouvé ça génial. On commence par quoi ? Est-ce que Barcelone, Monaco ? Comme vous voulez. C'est vous qui... Barcelone ? Allez, Barcelone. On commence par le coup de cœur sur le FC Barcelone. On parle uniquement sportif. Le Barça a remporté un trophée ce week-end. Ouais, le Barça a remporté la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao. Donc, un gros match du Barça avec du beau jeu produit, des phases de possession magnifiques à regarder. 85% de possession sur tout le match. Et c'était pas que de la possession stérile comme on a pu avoir le droit il y a quelques temps. Donc voilà, un grand Messi. Très peu d'occasions concédées, un Griezmann qui est à la création, à la conclusion, notamment sur le premier but, il met un joli but. Après, on a la doublette Pedri-De Jong qui a surdominé le milieu, De Jong qui a d'ailleurs marqué le deuxième but, et puis voilà, Messi a un peu terminé tout ça, le troisième but qui fait suite à 2 minutes de possession du Barça, une belle ouverture de Griezmann, la spéciale...
la spéciale Jordi Alba pour Messi, et puis le 4e but que tout le monde a vu, Messi qui prend le ballon dans ses 40 mètres, 2-1-2 et qui finit, voilà. Et voilà, après moi ce que je voulais retenir, c'est surtout le parcours du Barça, parce qu'ils sont allés se le chercher. Il y a eu 3 prolongations sur cette Coupe du Roi, une à Cornellà, une face à Grenade où ils perdaient 2-0 jusqu'à la 88e, ils ont gagné 5-3, et puis face à Séville où ils ont perdu 2-0 l'aller, avant d'égaliser à la 94e au match retour par Piqué, donc voilà. Donc c'est surtout qu'ils sont allés là vraiment se la chercher, on n'avait pas vu ça depuis longtemps au Barça, donc voilà. Et puis c'est surtout le premier titre pour beaucoup de jeunes qui sont arrivés au Barça, les De Jong, les Pedri, même les Griezmann, Mingueza, premier titre avec le Barça. Voilà. Et on a d'ailleurs tous vu un peu cette image où ils sont 10 d'affilée à prendre la photo avec Messi, le premier titre, donc voilà. Donc ça c'est fantastique. C'est comment dire, c'est quelque chose de bien pour le Barça, dont ça fait 2 ans qu'ils sont dans une galère, pour rester poli, monumentale, avec le 8-2 mémorable cet été en quart de finale de la Ligue des Champions, un début de saison complètement cataclysmique. Et là, paradoxalement, depuis la claque reçue par le PSG, ça va mieux, et en plus ils concluent la saison déjà par un trophée, ils ont tout gagné. Depuis le début du mois de janvier. La vraie claque, c'est la défaite en Supercoupe d'Espagne, justement. Contre Bilbao, c'était le début du déclic du Barça. Ça va mieux depuis, petit à petit. On a vu les progrès il y a vraiment quelques semaines. Mais il y a déjà quand même mieux depuis. Une équipe sur qui tout le monde tapait et se moquait, qui est encore en course pour le titre aussi en Espagne, et qui recommence à produire un football fantastique. Et il leur manque juste un 9 pour terminer. Mais alors après, dans le jeu, c'est le 2e but, là je vous l'ai envoyé sur le groupe, mais moi c'est le football que j'aime, c'est ce que j'ai envie d'apprendre moi aux gamins en tant qu'éducateur, le mouvement, les passes, cette technique qu'il y a dans le jeu, je crois que tout le monde touche le ballon sur l'action. Tout le monde touche. Il leur manque un 9, un vrai 9 pour terminer. Il devrait y avoir Agüero, l'année prochaine peut-être Agüero. Ouais, mais Agüero il a 33, 34, c'est ça, 32, même eux ils vont finir quoi. À l'attaquant là sur Arrête, ça serait bien pour le Barça. Ouais, dommage qu'il est parti. Il paraît qu'il est passé au club. Je crois qu'ils sont pas intéressés par Luis Suarez. Mehdi Guilleno, on va parler de tennis en l'absence de Maxime Brossard. Une légende vient de dire oui, je vais venir à Paris, je vais venir à Roland-Garros. C'est Monsieur Roger Federer. Ouais, tout à fait. Franchement, moi j'y croyais de moins en moins, mais on va revoir au moins une fois, je pense, Roger Federer à Roland-Garros. Ça sera donc du 30 mai au 13 juin. Après 13 mois d'arrêt, il est revenu à la compétition là, il y a un petit mois. Il va jouer peut-être un Masters 1000 à Madrid au début du mois de mai pour se chauffer pour Roland-Garros. Mais voilà, 39 ans, on le verra pour, je pense, un dernier tour de piste avant de terminer sa carrière. Et c'est juste ça. Moi, j'ai zéro espérance sportive. C'est juste revoir Roger Federer sur les terres françaises, jouer au tennis. La terre battue, en plus, c'est pas forcément sa spécialité. Mais voilà, le revoir une fois à Paris avant que ça se termine, et c'est tout. Il fait Genève juste avant. On pense que c'est le dernier match le dernier Roland-Garros de Roger Federer, ou on n'a pas envie que ça s'arrête, hein, j'ai l'impression. Ça fait mal. Ça fait mal de se dire ça. Ce serait peut-être le dernier de Federer. Nous, on est d'une génération où on a toujours vu Roger Federer sur le court, comme Djokovic un peu moins. Moi, je me souviens vraiment de ses débuts. Mais Nadal, c'est pareil. Nadal et Federer, on s'en souvient, mais depuis qu'on est tout petit, on a vécu avec eux de toute façon. C'est vrai que le jour où ils arrêteront. C'est vrai que notre génération, les 20-30 ans, là, moins de 30 ans, c'est terrible, parce que nous, on a connu la génération Messi-Ronaldo et on a connu la génération Djokovic, Federer, Nadal. C'est-à-dire quand les 5 vont prendre leur retraite, on va se dire mais le sport c'est nul en fait. Mais moi j'ai sincèrement peur de ça. Et c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos. Je reviens vers vous tout à l'heure, mais on va faire un peu de judo. Avec Marek Keta. C'est un coup de cœur. Il y a eu les championnats d'Europe cette semaine, ce week-end. C'est ça, l'équipe de France de judo qui a décroché 8 médailles, une seule en or, lors des championnats d'Europe qui se déroulaient à Lisbonne. Il n'y avait pas toutes les stars, Clarissa Guinenou et Teddy Riner, qui sont actuellement en stage à l'étranger pour se préparer pour cet été au JO. Il y avait aussi plusieurs judokates notamment qui étaient absents parce qu'elles sont déjà qualifiées, elles ne sentaient pas forcément le besoin de venir. Le bilan est pas forcément, il est moins flamboyant que l'an dernier à Prague où il y avait 8 médailles aussi, mais 5 en or. Cette fois c'était un peu plus riche en enseignement, avec notamment une médaille d'argent pour la jeune Léa Fontaine, 20 ans, chez les plus de 78 kg, qui représentait la France. Donc c'est la catégorie de Romane Dico qui, elle, est l'unique représentante dans cette catégorie à Tokyo cet été. Certaines judokates sont aussi venues se rassurer, comme Amandine Bouchard, évidemment, on l'a entendu, donc qui a bien fait de venir réviser ses gammes en Lusitanie. Elle a confiance, oui, avant. Tokyo, ça fait pas de mal. Une bonne médaille d'or, sa première médaille continentale en moins de 52 kilos, à 25 ans. Et ça envoie un message, mine de rien, elle arrive dans 2 mois, elle est championne d'Europe, elle vient d'être championne d'Europe, elle arrive à Tokyo. Le message aussi pour les adversaires
l'adversaire il est là quoi. Gros message. Elle est en forme, quoi. Et puis en finale, elle tape quand même Odetta Gifruda, qui est la numéro 4 mondiale, l'italienne, qui est aussi vice-championne olympique à Rio, qu'elle a battue en 3 minutes Paris-Pont, juste avant un Waza Harris. C'était assez rapide, expéditif. Elle a fait une super compète. Donc très rassurant. Haute qualifiée pour Tokyo, c'est Sarah Léonie Sizik qui a confirmé avec une nouvelle médaille de bronze dans les moins de 57. Voilà, à ce jour, on a toutes les qualifs chez les filles, sauf dans les moins de 70 pour Tokyo. On pense que le dernier ticket sera attribué à Margot Pinot, qui s'était allée en concurrence. Elle n'était pas à Rio, elle, déjà ? Non, pas encore. Là, on saura demain, on aura la réponse demain à 13h pour les filles. Okay. De Lucie Descosses, qu'on avait reçu il y a 3 semaines, un mois, je crois, déjà dans l'émission, et qui était confiante pour les Jeux Olympiques et même pour le championnat d'Europe de mémoire. Ouais. Vous pouvez réécouter, bien évidemment. Le judo français, ça va, quoi. Le judo français, on est plutôt bien. Et prochaine date, ce sera le dernier rendez-vous avant Tokyo, ce sera les mondiaux en Hongrie du 6 au 13 juin. Là, cette fois, on aura Clarisse Ablienenou qui reviendra, notre porte-drapeau. Teddy Riner, non. Pour ses jouets. Teddy Riner, je sais pas. Je vous avoue, je sais pas. Par contre, il en a pas besoin, on va dire. Hein. Lui, là, je pense. Année de Covid, championnat d'Europe, championnat du monde, JO en 3 mois, c'est bien. C'est très très bien pour les. Après, ils le font pas tous. On l'a vu sur les championnats d'Europe, il en manque quelques-uns. Il y en a qui préfèrent s'entraîner tout seuls, leur côté. Teddy, je n'en sais pas. Hein. Je sais pas si je vais l'appeler. Après, les qualifs au judo, c'est pas forcément au ranking mondial. Il y a qu'un représentant par nation et c'est ça qui est hyper compliqué. On l'a vu, il y a une médaillée là au championnat d'Europe. J'ai oublié le nom, mais elle ira pas au JO parce qu'il y en a une qui est meilleure que lui, qu'elle. C'est Léa Fontaine. Voilà. Et le problème, pardon de vous couper, c'est ce que nous disait Lucie Descosses il y a 3 semaines, c'est qu'en fait c'est une par catégorie. Donc même s'il y en a 2 qui sont championnes d'Europe, c'est une par catégorie. Exactement. Et en plus pour ces JO là au Japon pour le judo. Oui. Le Japon pour le judo, ça va vraiment être exceptionnel de ce point de vue là et. Je pense que ça marquera tous les athlètes qui iront là-bas. Il y a autre chose qui est exceptionnelle, c'est l'Euroleague. Alors, on laisse les ligues fermées au basket. Hein. Ouais. Petite pique aussi gratos, parce qu'on bien évidemment, Pérez, le président du Real, nous écoute. On ne le salue pas forcément par rapport à ça. Et on va parler de Monaco. Vous aviez parlé de basket la semaine dernière, de Lasvel. Non, de Monaco. De Monaco. J'ai une bonne... Non, Lasvel, c'était vous il y a quelques temps. Voilà, c'est ça. Mais Monaco s'est qualifié... entre guillemets qualifié pour l'Euroleague, pour la Ligue fermée, la Ligue des Champions, la grande coupe d'Europe. Fermé. Kevin Carrière. Oui, du coup, j'en avais parlé la semaine dernière. Ouais. Donc, Monaco qui avait juste besoin d'une victoire du Zénith face au Panathinaikos. Donc, le Zénith l'a emporté. Donc, Monaco jouera en Euroleague la saison prochaine. Et ils affronteront juste en finale de l'Eurocoupe l'Unix Kazan en finale. Voilà. L'Eurocoupe, c'est l'équivalent de la... C'est la C2. L'Europa League, c'est ça. Ouais, c'est la deuxième Coupe d'Europe. On reste sur le basket, mais là, on va de l'autre côté de la Manche. De la Garonne. De l'Atlantique, faut que je révise mon histoire géo, moi surtout ma géo là en l'occurrence. On va partir aux États-Unis en NBA. WNBA. La NBA féminine où une Française a été draftée, c'est bien ça. Deux même, mais on va surtout en parler d'une, Iliana Rupert, qui va faire 20 ans au mois de juillet. Elle a été draftée en 12e position par les Las Vegas Ace. Et c'est plutôt une bonne chose pour elle, puisque c'est quand même une des équipes qui a le plus d'ambition, qui part dans les favoris tous les ans avec une MVP, Adja Wilson, et surtout Liz Cambage. Quand on suit un petit peu les JO et quand on regarde l'Australie, qui est une des meilleures nations du monde, c'est tout simplement la meilleure joueuse de l'Australie. Donc voilà, et en plus, c'est 2 joueuses qui vont jouer sur son poste à elle. Donc quand elle ira, elle apprendra. D'ailleurs, elle ira après les JO, puisqu'elle est sélectionnée, elle sera sélectionnée sûrement pour les JO. Et la saison de WNBA se fait au mois d'été pour pas être en concurrence avec les autres sports américains. Donc elle arrivera en suivant pour faire la fin de saison régulière et on l'espère pour son équipe les playoffs. Et Iliana Rupert, c'est un nom en France au basket, puisque c'est la fille de Thierry Rupert qui est malheureusement décédé en 2013. Exactement, c'était un ancien international, 35 sélections. Donc voilà, on espère. Elle a de grosses ambitions. Elle veut faire sa carrière là-bas. Elle a été 2 fois meilleure jeune joueuse de l'Euroleague. Contrairement par contre à l'autre draftée française qui est Marine Fautou. Elle aussi fille de Frédéric Fautou. 45 sélections, médaillée de bronze en 2005 avec Tony Parker, etc. avec l'équipe de France. Coach assistant à Lasvel en ce moment. Elle a été draftée par les New York Liberty où il y a déjà Marine Johannes en 29e position. Mais elle en fait pas vraiment un objectif d'aller là-bas. Elle est plutôt bien en Europe. Elle est à Lasvel.
Voilà, c'est pas la même. Comment dire ça? Elles n'ont pas les mêmes ambitions. En fait, la WNBA n'est pas comme la NBA pour les hommes. C'est pas un objectif ultime pour certaines joueuses qui sont parfois très bien en Euroleague parce que le niveau est très élevé et il y a moins d'écart en fait de niveau entre les deux ligues, tout simplement. Et je crois que pour Iliana Rupert, j'avais vu une anecdote où à 13 ans, elle avait claqué beaucoup de points en troisième division. En National 1, c'est ça. Toutes les deux, elles jouaient au centre fédéral. Elles avaient 14 ou 15 ans, si je dis pas de bêtises. Et le centre fédéral joue en National 1 chez les en National 2 avec le TMB. Non. Ah bon? En Ligue 2. C'était peut-être en Ligue 2 féminine. C'est chez les hommes que le centre fédéral est en National 1. Oui, je crois qu'elles sont avec le TMB. Voilà, bon, bref, elles très jeunes, elles ont joué au niveau pro. Et en fait, elles ont 20 ans, mais ça fait 4 ou 5 ans qu'elles sont déjà pro. Donc elles connaissent ça, quoi. On va pouvoir passer, nous, au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. On a été très bon. On a été très très bon. On a trouvé la bonne équipe vainqueur. Mais par contre, en termes de points d'écart, on a été complètement cataclysmique. On avait parlé sur TBC Chalin. 74-68. Lucas. Ils jouent contre des Vendéens. Donc ils vont mettre 85 points. Très précisément. Oui. 77. Coraline. 80-75. Romain. 79-70. Moi je donne un 80-79. Kevin. 82-74. Et Mehdi qui est dégoûté. 69-62. Score final 103-74, plus 29 pour le TBC. Très bonne nouvelle pour le club toulousain. C'est Romain qui, pour la première victoire de l'année, Romain, comment vous vous sentez pour votre première victoire? Alors, modeste quand même, parce que plus 29, vous avez trouvé un plus 9. Il n'y a pas de quoi être fier, on était loin tous. Donc, mais ça compte, ça reste quand même une victoire. C'est quand même une victoire, oui. Comme le dit Mehdi, le plus important c'est le résultat, c'est pas le jeu. Et ben là, en l'occurrence, c'est ce qui c'est important, c'est les 3 points. C'est les 3 points. Là, le plus important, ça va pas être les 3 points parce qu'il y en a pas. Par contre, ça va être la victoire. Angleterre-France, c'est le Zoom de la semaine. Finale du tournoi destination féminin. C'est samedi prochain, le 24 avril à 15h. Retenez bien, messieurs, dames qui nous écoutent, bien sûr, c'est sur France 2, Kevin Carrière. Ouais, c'est un format particulier en raison de la crise sanitaire. La compétition se déroule en 2 poules de 3. Chaque équipe joue un match à domicile, un à l'extérieur, et une finale opposant les 2 premières équipes de chaque poule, donc la France contre l'Angleterre, sont les 2 équipes favorites du tournoi qui sont tout simplement baladées lors de leurs 2 matchs de poule. L'Angleterre a inscrit 119 points en 2 matchs pour seulement 13 encaissés, une victoire 52-10 face à l'Écosse, 67-3 face à l'Italie, et la France a aussi déroulé en inscrivant 109 points en 2 matchs, une victoire 53-0 face au Pays de Galles et 56-15 face à l'Irlande. L'allière française Caroline Bouchard a notamment inscrit 5 essais durant ces 2 matchs, donc un match qui promet d'être explosif entre les 2 meilleures équipes européennes. Pour cette finale et ce crunch, léger avantage à l'Angleterre qui joue tout d'abord à domicile dans son antre de Twickenham, et puis parce que l'Angleterre a remporté les 5 dernières confrontations face à l'équipe de France, des matchs souvent serrés mais qui tournent le plus souvent à l'avantage des Anglaises. La dernière victoire du 15 de France face aux Anglaises remonte au tournoi à destination 2018 où l'équipe de France avait d'ailleurs réalisé le Grand Chelem. À chaque fois que la France gagne le tournoi destination, ils battent l'Angleterre quasiment. Ce sera encore le cas là. C'est le passage obligé chez les filles quand même parce que c'est la plus grosse nation. Et si il n'y a que 2 équipes quasiment. D'ailleurs, je salue Valeria qui est une internationale italienne que je connais bien et qui ils ont battu l'Écosse, je crois, hier ou avant-hier. On est quoi, lundi? Donc c'est samedi. Donc voilà, je la salue et un petit peu déçu, mais ils jouent. Par contre, il y a les matchs pour la dernière place et pour la 3e place à chaque fois. Donc c'est la finale à chaque fois de chaque niveau. On va passer au pronostic tout de suite. Messieurs, Angleterre-France, retenez bien l'ordre. Angleterre-France. Vincent? 28-31. 28-31. Marek? 33-35. Ah, ça j'aime. Mehdi? 29-17. D'accord, merci Mehdi, l'optimisme. Comment vous avez dit tout à l'heure les Français qui aiment bien... C'est ça, hein. C'est ça. Coraline? 29-35. 29-35, très optimiste Coraline. Romain? 35-37. 35-37. Moi je donne un 22-26. Et Kevin? 17-22. 17-22. Eh ben Mehdi, vous avez la pression, j'ai envie de vous dire. Non? Oui, mais c'est moi qui ai le plus de chances de gagner. Ça y est, on peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. Une question et 4 minutes pour y répondre. Celle-là m'a fait marrer. C'est d'actualité. Je vous donne un indice tout de suite. Bien évidemment, Coraline et Romain peuvent jouer. Qu'a fait ce week-end? C'est pour ça qu'on en parle, ce week-end. Joachim Pucetta. Et je pense que vous avez lu l'info, vous avez vu l'article et vous n'avez pas cliqué sur l'article, j'en suis quasiment sûr. Français? Non. Joachim Pucetta. C'est un Italien. Du tout. Tennis? Espagnol? Non. Cyclisme? Russe?
MotoGP. Non. Alors que ce soit nationalité ou le sport, vous l'avez pas. Russe. C'est pas un russe. Non. C'est un sport co ? Oui. Il existe ? Non. Sur du volley. Non, sport co, messieurs. C'est le football. Voilà. C'est français ? Du tout. Je vais vous donner sa nationalité. Non, je vous la donnerai à 1 minute de la fin si vous la trouvez pas, parce que ça peut vous aider la nationalité. Parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est en Europe ? Non. Ah, c'est le premier buteur de l'année en MLS ? Pas du tout. Merde. Ça vient de reprendre, c'est pour ça j'essaye. Non, du tout. Par rapport à une compétition qu'on en a parlé. La Ligue des Champions, du coup. Non, c'est pas européen. C'est pas du tout européen. Une compétition. Non, c'est pas. Non. C'est un exploit qu'il a fait. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un exploit ? C'est celui qui a mis 8 buts contre l'Australien là non, c'est contre les Samoa du Sud ou je sais pas quoi là, c'est le recordman de la victoire, il y a eu non, c'est pas ça. Non. Il a marqué beaucoup de buts ou il n'a pas marqué beaucoup ? Il a ni marqué ni pris un but. Est-ce que c'est un joueur déjà ? C'est un arbitre ? C'est un joueur. C'est un joueur. C'est en Océanie ? C'est non, pas en Océanie. C'est en Asie ? C'est pas en Asie. C'est en Amérique du coup. En Amérique. Amérique du Nord ? Non. Et j'essaye. Ouais, mais bien élimination. On va avancer. Donc Amérique du Sud. C'est en Argentine. Oui. Ouais, Argentine. Non, pardon. Merci, on se là. Rajoutez 30 secondes. C'est au Chili, au Brésil, au Pérou. Ah non, je sais, c'est celui qui a pris le carton rouge, le gardien qui a pris un carton rouge parce qu'il était en train d'uriner derrière le but. Super bonne réponse. Oh là là. En Équateur, c'était. C'est ça, super bonne réponse de Mehdi. C'est pour ça que quand vous me dites c'est une performance, bah ouais, finalement. Je me suis dit, allez, on va se marrer. Il a pris, alors Joaquim Pucheta, gardien de but de 28 ans, a pris un carton rouge pour avoir uriné pendant le match. Ce qui est marrant, c'est qu'il est formé au club de Lanús. Comme ça, Samedi, dans le championnat équatorien, le gardien de Macará, Joaquim Pucheta, a été expulsé pour avoir uriné pendant le match. En fait, son équipe attaquait, il avait une envie pressante, et comme il est gardien, il peut pas sortir parce que sinon il n'y a plus de gardien. Les joueurs sortent de temps en temps, c'est très rare, mais voilà, comme ils sont 11, ils peuvent. Et en fait, il est passé derrière le panneau publicitaire, en plus c'est à huis clos, donc il y avait personne dans le stade. Caché, ouais. Et en fait, l'arbitre a vu et il a pris carton rouge. Le pire, comment il a fait ? Il a gardé les gants ou on sait pas ça? Non mais je veux dire, on se pose la question légitime, non? Non mais par contre, le championnat équatorien, ça doit être un sacré délire parce que je sais pas si vous avez vu, il y a 3 mois, il y en a un qui s'est auto-lancé une peau de banane qui s'est écroulé par terre pour simuler. Mais non. Ah ouais. Si. Et pour l'histoire, Macará a gagné. Par contre, notre copain Pucheta, là, il a un gros problème, c'est que c'est pris au sérieux en Équateur d'avoir uriné derrière un panneau publicitaire. Mais ah oui, alors. Ouais, et il prend il risque entre 3 et 6 mois de suspension, ce qui est énorme. Non, c'est vrai. Dans l'idée. Mais anecdote, en Amérique du Sud, en Amérique latine, c'est vrai que c'est très mal vu d'uriner en public, oui, et vous pouvez faire de la prison. Moi, anecdote, pas de moi, mais vous êtes sorti de prison il y a pas longtemps d'ailleurs. Non, mais c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais qui avait fait une nuit en cellule pour avoir uriné sur la place publique. Donc voilà, j'ai dit allez, ça va être marrant. C'était l'instant poésie, chers auditeurs. Je suis sincèrement désolé, j'ai voulu rigoler et on en a parlé avec les. Enfin, je voulais poser la question aux chroniqueurs. Les bofs ont droit à la parole aussi. Exactement, et nous on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout de suite. Sportez-vous bien. Le débat. Le débat, on va commencer par le débat, je vais tout vous dire, c'est du direct. Notre invité arrive, on n'arrive pas à le joindre, mais on l'a au téléphone, c'est ça qui est paradoxal, il y a juste un petit souci technique. C'est pour ça, c'est du direct, ça arrive. Coraline, qui est devant moi, est en train de l'avoir au téléphone, on est en train d'essayer de régler le problème. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le débat coupé en deux, c'est-à-dire on va commencer le débat, on va faire le débat ensuite, mais entre-temps, il y aura l'interview. On attend juste que Coraline puisse placer l'invité dans la machine, comme j'ai envie de dire, pour qu'on puisse l'avoir en interview. On part sur le débat, messieurs, on en a un petit peu parlé. Je vais commencer, je vais lancer, vous allez voir, j'ai fait un superbe texte par rapport à ça. Un tremblement de terre pour les uns, un séisme pour les autres, une suite logique pour les uns, une bonne chose pour les autres. Hier, vers 23h30, la planète football a été frappée par la plus grande secousse de son histoire. 12 clubs et pas des moindres se portent créateurs de la Super League, un championnat fermé entre les meilleures équipes sur le papier d'Europe. Le début d'une guerre, d'une bataille juridique et financière forcément, qui va sans doute laisser des plumes. Messieurs, la question va être très simple. Êtes-vous pour ou contre la Super League? Mehdi? Contre. Je pense que tout le monde est contre. On va gagner du temps. On est d'accord. On va gagner du temps. Ni pour ni contre. Voilà. Alors voilà.
C'est pour ça. Je me tourne vers vous, Mehdi, en premier. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu sur les grandes lignes aux auditeurs ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est tout simplement que les gros clubs ont décidé que la Ligue des Champions, pour eux, ça marchait moins bien ces derniers temps. Et donc de créer une ligue fermée, beaucoup plus lucrative, on le voit avec la NBA, voire même avec l'Euroleague de basket, même si ça prend un petit peu plus de temps, pour tout simplement, là, c'est surtout une sécurité financière pour eux, et voilà, peut-être un moyen de pression aussi, on ne sait pas trop encore. Mais messieurs, vous êtes d'accord avec ça ? On va rappeler les clubs qui sont dans les 12. Il y a 12 clubs qui se portent garant de cette Super League. C'est le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, les trois monstres du championnat espagnol. Il y a les 3 monstres sur le papier, bien évidemment, du championnat italien, la Juve et les 2 clubs de Milan, le Milan AC et l'Inter Milan. Et après, il y a les clubs d'Angleterre, les 3 clubs de Manchester, Liverpool. C'est Liverpool, Manchester United, Manchester City. Les 3 clubs de Londres, Arsenal, Chelsea et Tottenham. C'est à peu près 350 millions pour les clubs participants, c'est absolument titanesque, c'est énorme. Quel regard vous portez à ça, vous, Marek Keita ? Moi, je vais le dire, le mot, j'ai pas peur de le dire, ça donne envie de vomir quand même. Un peu parce sur tout ce qui se fait, et l'UEFA n'est pas tout blanc comme n'est pas tout noir, mais ce qui se passe en général, c'est surtout pas blanc d'ailleurs. Non, mais voilà, ça fait vomir quoi. C'est sur le principe de le football, ça reste un sport de mérite, et là tout est balayé quoi. Voilà, vous l'avez dit, 350 millions d'euros qui seraient assurés pour chaque club de participants à cette Super League. Ça représente 60% du budget d'un club comme le Paris Saint-Germain, et ça contribuerait effectivement à accentuer les déséquilibres financiers, à leur donner une position de force sur le marché du travail pour ensuite acheter tous les joueurs qu'ils veulent, et en fait ça chamboulerait vraiment tout le paysage, tout le marché quoi en fait. Tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît, ouais, ça. C'est la peur du vide un peu. C'est surtout ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est sûrement ça qui nous fait... Qui nous fait très peur. Après, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est quand même... Moi, je pense que ça arrive plus vite que ce qu'on pensait, et moi aussi, mais c'est le sens de l'histoire. Depuis qu'on a ouvert cette compétition, qu'on a fait des poules, qu'on a accédé aux requêtes des clubs les plus puissants, c'est normal qu'ils en veulent toujours plus. Voilà. Et puis, ils ont aussi l'impression que l'UEFA se fait des sous aussi sur leur dos, parce que c'est l'UEFA qui récupère toujours tous les sous et qui reverse derrière. Et eux, bon, ils en ont beaucoup, bien évidemment. Mais voilà, mais ils veulent toujours plus. Voilà, c'est aussi ce truc-là. Dans le foot, on en veut toujours plus, mais pas que dans le foot, partout. Il y a le président de la Ligue, de l'UEFA, qui a tenu une conférence de presse déjà en fait, il a tenu une conférence de presse pour plusieurs choses. Déjà pour la réforme de la nouvelle Ligue des Champions. Qui est une bêtise sans nom. C'est exactement la même que la Super League. Il y a autant de matchs, c'est exactement la même chose. Non, c'est moins lisible. Et aussi pour parler de... Oui, peut-être aussi. Pour donner également parler un petit peu de l'Euro qui va arriver, pour donner les clubs qui arrivent, les pays, je vais y arriver, qui organisent les Euro U19 hommes et femmes, etc. dans les années à venir. Mais il a déclaré tout simplement que c'était tout simplement une proposition honteuse de quelques clubs, guidée par l'avidité, un crachat au visage de tous les amoureux du foot, a réagi donc lundi le président de l'UEFA. Vincent, votre avis là-dessus? On dit que c'est au mérite, pourtant là personne ne mérite finalement d'y aller, non? C'est le principe de ligue fermée là pour le coup, c'est on laisse tomber tout le principe d'équité, tout le principe du valeur du sport, dans le sens il faut gagner sa place, il faut la mériter. Là c'est une inscription, on paye, on participe. Voilà, si on reprend la déclaration du président, bon, c'est parti sur l'avidité, on dira rien, mais surtout lui. Mais sur les amoureux du football, quand on voit quand même toutes les réactions des supporters de ces clubs-là qui sont tous révoltés par cette décision de leur club d'y participer, c'est un geste assez fort. Et puis rappelons quand même que c'est surtout le contenu les clubs qui participent à cette ligue, parce que on a quand même Manchester City, Tottenham, Arsenal, qui sont pas des clubs qui sont européens depuis si longtemps que ça, qui sont pas des clubs. Je veux dire, si on avait eu l'Ajax, moins même sur les dernières années. Voilà, donc peut-être que si on avait eu des clubs comme l'Ajax ou je ne sais quel autre club historique, peut-être qu'on aurait vu les choses un peu différemment. Donc c'est la puissance financière qui a fait la différence. Exactement. Après, juste pour contrebalancer, ce projet de Super League, il n'est pas balancé en l'air. Ça fait des années qu'il est en tête. Il y a des études de marché qui ont été faites. Il faut avoir conscience d'une chose. Nous tous autour de la table, on est des passionnés de sport. D'accord ? Donc on voit beaucoup le côté sportif. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui n'en ont rien à faire de regarder un match entier, qui n'en ont rien à faire de suivre que le PSG a joué contre Dijon. D'accord ? Et la seule chose qui va les intéresser, c'est les grosses affiches. Et ça, c'est des études de marché qui ont été faites aussi. Donc elles ne sortent pas de nulle part. Nous, on fait partie d'un public
que ça frustrera parce qu'on aime cette compétition, cette méritocratie dans le sport. Mais il y en a qui n'en ont rien à faire. Ceux qui adorent, moi le premier, j'aime beaucoup la NBA, etc. Bon, c'est pas pour ça qu'au foot, je vais aimer ça aussi. Mais c'est réfléchi derrière. Après, sur la question aussi de la mort des clubs, etc. derrière, à mon avis, ce qui sera proposé, c'est qu'il y a une partie de la manne financière qui sera donnée au championnat, d'accord, qui verront leur club aussi en Super League. Et c'est peut-être comme ça qu'ils vont un peu acheter les petits clubs. Et je vois mal, je vais parler pour Toulouse, mais un club comme Toulouse, dire non, on ne prend pas ces 10 millions, je dis ça au hasard, mais c'est 5 ou 10 millions d'euros, là. Et ne pas se coucher devant ça aussi. Ça dépend ce qu'il y a derrière aussi. Si derrière l'UEFA te dit on t'en prend 15, il le choix il est vite fait, t'as fait le calcul. Mais oui, ça dépend. Au final, tout le monde va avoir le choix. Finalement, il va y avoir 2 camps. Donc c'est aussi à chacun de mettre ses arguments d'aller le plus offrant. Le Bayern et le PSG, ils sont bien mignons. Mais si ça se ferait vraiment et si c'est vraiment solide, ils s'empresseront d'y aller. Vous inquiétez pas. C'est une guerre, chacun ses arguments, puis on choisit son camp au bout d'un moment. Oui, bien sûr. Mais bon. Ça veut pas dire que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Peut-être qu'ils vont d'un coup être les yeux doux, être séduits par le projet de la Super League, ils vont rejoindre. Et puis c'est pareil, il y a des clubs qui ont intérêt à ça. On ne se croit pas côté français, d'après ce qui est dit, le club qui pourrait y aller, c'est l'OM. Mais si l'OM y va, mais c'est une aubaine pour l'OM d'aller là-dedans quand on voit l'état du club. Voilà. Après, il y a une chose aussi qu'on n'a pas trop dit, c'est que les premiers à crier là-dessus, c'est les Anglais, les Italiens. Qui c'est qui a fait rentrer les Américains et qui a participé à l'américanisation aussi du football? C'est eux, puisque c'est les propriétaires d'Arsenal, de Manchester, de Liverpool, ce sont des Américains, et c'est eux qui ont fait rentrer ces acteurs-là aussi dans le jeu en Europe, et ils ont participé à ça. Et voilà, et ensuite une chose, il faut parler de l'UEFA quand même. Parce c'est la faute à qui, s'offusque de ça. Le responsable numéro 1 de tout ça, c'est l'UEFA qui fait n'importe quoi depuis des années. Preuve année, cette réforme, mais complètement nulle, proposée au club, illisible. Et c'est pour ça qu'ils en veulent pas aussi. C'est parce que ce qui a été proposé par l'UEFA, c'est-à-dire les poules avec on joue même pas contre tout 10 journées, après ça s'arrête. Oh là là, et après on reprend plus tard. La concordance des temps, elle est assez troublante, puisque rappelons qu'aujourd'hui d'ailleurs devait être dévoilé le nouveau programme de la nouvelle C1, quoi, justement. Donc, c'est fait exprès. Vous pensez que c'est fait exprès ce qui se passe sur la Super League? C'est certainement un énorme coup de bluff. Sûrement un énorme coup de bluff, oui, bien sûr. Votre avis là-dessus, vous Kevin, quel regard vous portez à ça? Vous êtes d'accord un petit peu avec ce qui se dit ou pas du tout? Ah oui, moi là je trouve la nouvelle C1 là, je comprends rien. En fait, c'est un mini championnat. On s'arrête à moitié. Personne ne joue tout le monde. Ça joue pas en aller-retour. Après, il y a des barrages 9e, 24e. Enfin, on comprend rien. C'est presque. Alors que la Super League, c'est plus clair. C'est 2 groupes de 10, match aller-retour. Et les 3 premiers sont qualifiés. Après, juste un barrage entre le 4 et 5. Et voilà. Et est-ce que l'idéal, c'est pas de garder le format Ligue des Champions avec le format de la Super League? C'est-à-dire le format actuel de la Ligue des Champions le format de la Super League avec le nom Ligue des Champions, quoi. Enfin, garder l'UEFA copie la Super League. Oui, c'est ce qui oui peut-être, mais est-ce que vous l'ouvrez, est-ce que vous l'ouvrez pas? C'est ça le souci là, c'est que et encore, on parle d'une ligue fermée. À partir du moment où il y a 5 accessions qui se font, soit par invitation, soit le vainqueur de la C2, je suis désolé, une vraie ligue fermée, c'est la NBA. Voilà. Après, c'est sûr que je trouve que ce principe de méritocratie, ça semble un peu galvaudé, puisqu'il y a quand même, à mon avis, il va y avoir des invitations. L'OM, sportivement, ne méritera jamais d'y être, et il sera peut-être. Donc voilà. Le fait que le Bayern aussi, que le Paris Saint-Germain, deux monstres de cette Ligue des Champions du football européen ne soient pas là-dedans, c'est bien ça pour l'UEFA ou pas? Provisoirement, ça leur fait un poids. Allié. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est un allié. Après, ça s'explique par plusieurs choses. Les Allemands, leur conservatisme là-dessus, etc. Le PSG, pourquoi? Parce que Nasser El-Khelaifi, un de ses meilleurs potes, c'est Séphérine. C'est tout. Voilà, c'est la seule explication, ils veulent pas se froisser, mais sinon, c'est surtout je vois pas pourquoi le PSG, quand on voit la Ligue 1 par rapport au PSG, pourquoi ils iraient pas, voilà. Et on peut parler aussi du fait que l'UEFA et la FIFA veulent interdire les joueurs, c'est les menaces qui pèsent. Non mais c'est les menaces qui pèsent, mais à partir du moment où la FIFA est avec l'UEFA, le PSG est détenu par qui, messieurs? Le Qatar, la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, elle est où?
Qatar. Ils voilà. veulent pas se froisser aussi. Voilà, ils veulent pas se froisser on a quoi, un an et demi des ouais, je pense qu'ils pensaient que ça arriverait plus tard. Et je pense que c'est tombé presque trop tôt pour eux, quoi. Ou alors le PSG ne fait pas ça, comme ça tout le monde déclare forfait, ils deviennent champions d'Europe et c'est ce que j'ai vu sur Twitter, ils sont champions d'Europe et une fois après comme ça c'est bon. Il y a les joueurs les joueurs commencent à se manifester. Le premier joueur, on va dire concerné, c'est le joueur du Paris Saint-Germain, Ander Herrera, qui a clairement dit non, moi ça je veux pas. Parce que c'est un des seuls qui a une réflexion sur son sport. Ander Herrera est un type très intelligent. Bien sûr, oui, mais c'est quand même le problème. Mais Mesut Özil aussi. Il y a Gary Neville qui est la légende du football anglais qui aussi lui, par contre, il a détruit Manchester et Liverpool hier chez nos confrères de Sky Sports, je crois, si c'est bien eux. Donc voilà, mais il y a Bruno Fernandes, il y a Cancelo qui eux sont concernés, c'est-à-dire ils jouent à Manchester City et à Manchester United. Ce sont les premiers joueurs à avoir dit non, ça on veut pas. La question elle est simple, que doivent faire les joueurs? Je pense qu'ils vont être pris au piège parce que le jour où je dis une bêtise, on va leur faire passer de 15 millions par an à 30 millions par an, voilà quoi. Je pense que la question elle est vite répondue, quoi. Je sais pas, justement c'est peut-être le moment où les joueurs vont pouvoir justement prendre la parole et reprendre un peu le contrôle, parce qu'au final ils vont être aussi à la croisée des chemins. Soit ils partent complètement sur un autre sport, parce qu'au final cette ligue fermée, si on leur interdit de faire la Coupe du Monde, les compétitions européennes, ça devient un autre sport en soi, puisque tu fais que ça. Donc ils vont avoir le choix, soit ils restent près de leur par passion, ils peuvent rester où ils sont, ou même partir dans des clubs qui ne font pas partie de cette compétition-là, soit par intérêt, ils vont rester dans ces clubs-là. Mais je pense qu'il va y avoir des choix, des décisions radicales. Juste sur la menace, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous imaginez une seule seconde une Coupe du Monde. Qu'une Coupe du Monde, c'est ce que je vous ai dit juste avant, une Coupe du Monde sans Cristiano Ronaldo, sans Messi, sans Sergio Ramos, sans Lewandowski, bon, vous me direz la Pologne n'est pas sûre d'y aller, mais sans toutes ces stars-là. Est-ce qu'une Coupe du Monde, c'est possible de vendre à des télés, à des marques, une Coupe du Monde sans ces stars-là? Non, c'est impossible. Sans Benzema, impossible. C'est impossible. Mais voilà, donc la menace en plus de l'UEFA, moi je trouve qu'elle n'est pas bonne. Et au lieu de valable déjà juridiquement, je sais même pas si c'est possible. Ils ont dit qu'ils tenteraient tout ce qui était juridiquement possible. Oui. Par contre, il y a le syndicat des joueurs de la FIFA, FIFPro, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui a clairement dit non, ils n'ont pas le droit. De toute façon, si les joueurs veulent être convoqués, enfin si les joueurs sont convoqués, ils sont convoqués et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Je prends des nouvelles en direct de Coraline, je la prends peut-être de court. Coraline, c'est du direct, c'est comme ça. Comment ça se passe? C'est du direct, tout à fait, effectivement. Ça marche pas, toujours pas? Ça ne marche toujours pas, mais on va se battre, je vais y l'avoir. Vous en faites pas. Au pire, vous appelez Maxime, il est très bon au tennis de table, c'est pareil. On va essayer, on va voir. Sinon on va voir avec. C'est du direct, messieurs, dames, désolé. Sinon, on voit pour la semaine prochaine avec. Voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Je vais essayer de l'avoir. On peut essayer, on voit jusqu'à 47, 48, parce qu'après 10 minutes, ce sera trop court. Et sinon, nous, on pourra parler du TFC encore, parce qu'il y a le championnat et la Coupe de France. Le TFC n'est pas en Super League, messieurs, on parlera du TFC après. Mais moi, j'ai envie de vous parler... Comment vous dire, nous en tant que supporters de petits clubs, j'ai pas peur de le dire, bien que Sochaux soit plus grand que Toulouse, mais ça reste quand même des petits clubs. On rêve nous de jouer la Ligue des Champions et quitte à en prendre 6 à Barcelone. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. C'est-à-dire en 2007, le Toulouse se qualifie. Bon, c'est Liverpool, 5-0 sur 2 matchs, mais tout le monde s'en fout, quoi. Bah, tout le monde se souvient de ce match-là. De toute façon, du match de la qualif. C'est 1-0 ici et 4-0 là-bas. Oui, après je pense qu'un vrai supporter du TF est content d'avoir joué Liverpool, mais le match il a vraiment fait vibrer, c'est plutôt la dernière journée face à Bordeaux et ce match là plus que le match en lui-même. Mais oui c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais moi je vais le répéter, je vais le dire comme ça, moi je suis pour un retour aux années 80 avec 3 coupes d'Europe, le champion de chaque pays, les vainqueurs de coupe de chaque pays et ensuite une autre coupe d'Europe où on pourrait prendre le deuxième, le troisième et le quatrième des autres championnats. Voilà. Et ce qui ferait 3 coupes d'Europe hyper compétitives et qui seraient hyper intéressantes pour tout le monde à gagner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, quand on aime la compétition, c'était la base, quoi. Cette Europa League conférence ne vous fait donc pas rêver, Mehdi? Bah si. Le 11e de Ligue 1 contre le 14e d'Allemagne. Jean est étonné quand je lui dis que je ne regarde pas les matchs de Ligue des Champions.
Je ne les regarde pas forcément, je les regarde en travers parce que je trouve ça des matchs entre gros, etc. Voilà, alors que par contre, les matchs où il y a le Slavia Prague qui joue Arsenal, ça me plaît un petit peu plus. Oui, enfin, il n'y a aucun suspense quand au bout d'une demi-heure, il y a 3-0. Oui, mais au match aller, il y avait eu un partout. On se disait, est-ce que c'est le Slavia le Prague ? Il doit y avoir 6-0 dans le match. Mais je préfère ce genre de confrontation quand même. C'est ça une vraie Coupe d'Europe. Mais vous dites par exemple que la Ligue Europa c'est une super Coupe d'Europe, mais la Ligue Europa c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est la même chose. Il y a beaucoup plus de pays. Mais d'accord, mais au final c'est quoi les équipes dans le dernier carré ? C'est les deux clubs anglais. Il y a des clubs anglais, c'est le club espagnol, c'est le club italien. Il y a des clubs ukrainiens, il y a des clubs hollandais, il y a des clubs des Pays-Bas en finale, il y a des clubs ukrainiens qui l'ont gagné il y a pas longtemps, il y a des clubs russes qui l'ont gagné aussi il y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est des pays qui n'ont pas accès à la Ligue des Champions. Il y a des clubs français qui sont en finale. Marseille a été en finale il y a pas longtemps. Voilà. Bien sûr, mais c'est depuis cette année, enfin l'Ajax qui fait quand même demi-finale de Ligue des Champions juste après. Je veux dire, c'est pas des petits clubs qui la gagnent quand même. Je veux dire, Manchester United, Arsenal qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, qui je pense en championnat perd à Toulouse 3-0 le samedi à 15h sur beIN Sport, qui claque tout le monde en Ligue Europa, comme Manchester United qui est poussif deuxième. J'aimerais bien être poussif et deuxième en première ligne, hein. Mais je veux dire poussif et deuxième, et qui avec l'équipe Arsenal met la B tout le temps. Ils ont tout le temps mis la B, à part là le match là, et comme par hasard ils mettent pas la B, ils vont gagner 4-0 à Prague. Si c'est ça si vous voulez, mais moi en quart de finale il y avait le Slavia Prague et le Dynamo Zagreb. Ça moi ça me fait plaisir. Tout simplement. Donc moi c'est ce que j'aime. Moi j'ai envie, moi cette Europa League conférence, je vais pas dire que je vais regarder tous les matchs, mais elle m'intéressera beaucoup. Moi j'ai envie de savoir de voir jouer, j'en sais rien moi, le premier championnat moldave, etc. Mais ils ont le droit à ça. En fait le truc c'est qu'on se rend pas compte que ces 30 dernières années, depuis l'arrêt Bosman bien entendu, ce foot pour les riches, on se l'est accaparé. Et en fait nous, en tant que, on va dire entre guillemets pays riches du foot, on se rend pas compte que ces pays-là n'ont plus accès à tous ces matchs et à ces Coupes d'Europe. Et pour moi, c'est petit à petit la mort de tout ça, quoi. La mort de ces pays-là, voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'un retour 30 ans en arrière, c'est sûr que ça paraît compliqué. Mais faut pas oublier que les clubs que vous venez de citer le bas d'Europe, je sais pas si vous êtes d'accord vous messieurs autour de la table, c'est depuis pas longtemps, c'est depuis que Platini a ouvert Chypre, et Chypre c'est Nicosie qui fait un quart de finale de Ligue des Champions, qui élimine Lyon et qui se fait Platini battre par est le contre-exemple de tous les autres. Mais voilà, moi je continue à dire que la Ligue des Champions c'est fantastique. Oui, mais ils l'ont encore resserré. La Platini l'avait réouverte un petit peu et ça avait pas fait plaisir au gros à l'époque, il s'était fait taper sur les doigts, et s'il est plus à la tête de l'UEFA, qu'il y a des affaires qui lui sont tombées dessus, c'est peut-être aussi un petit peu pour ça, parce que ça faisait pas trop plaisir au gros, et depuis que Ceferini est revenu, ça a essayé de refermer, il y a moins de petits clubs qui y participent, et moi je vous le dis, ça ne me plaît pas. Et peut-être que l'année prochaine, l'Europa League va vous plaire. Pour quelle raison ? Parce que le TFC est encore en lice pour l'Europa League. Superbe transition, messieurs. Pour la fin de l'émission, on s'excuse auprès de vous, chers auditeurs, pour l'invité qu'on risque d'avoir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, selon son emploi du temps. Voilà, ça arrive. C'est la première fois en 3 ans que ça nous arrive. Ça ne marche pas. La machine pour le téléphone ne marche pas. Il y a une raison qui a été évoquée. Je viens de recevoir un message de Maxime Brossard qui en fait il a saboté n'est absolument pas d'accord avec le statut de numéro 1 français de Simon Gauzy, qui réclame ce titre, voilà, et qui a donc décidé de saboter tout simplement l'interview. Donc voilà, c'est la première fois que ça nous arrive en 3 ans. C'est l'occasion pour nous sur les 5 dernières minutes. C'est bien parce que si c'est la semaine prochaine, j'ai pas besoin de préparer mon interview vu qu'elle est déjà préparée. Donc c'est le point positif. J'appellerai pour tout vous dire Simon Gauzy juste après, et pour bien évidemment s'excuser et pour lui expliquer. Mais je crois que Coraline l'a eu au téléphone, je crois qu'il a compris totalement ce qui se passait. Il a compris ce qui se passait. Je me suis déjà excusé effectivement. Voilà, ça arrive, c'est la première fois en 3 ans. En fait, je pense que c'est un complot du TFC, tout ça pour qu'on parle d'eux. Messieurs, le TFC donc peut jouer encore l'Europa League, hein, c'est ça qui est fantastique. Vous attendez quoi de ce match de demain, de lancer des jeunes dans le monde pro ? Vous attendez strictement rien, bonne surprise si on va en demi, tant pis si on s'arrête là. Vous attendez quoi ? Vincent sait très bien ce que je vais dire. Oui, dites-le. Oui. Franchement, je m'en fiche qu'on fasse jouer les jeunes, qu'on passe, qu'on reste dans une bonne dynamique, ça serait génial. Mais je sais pas, cette compétition-là,
On ne peut pas. C'est l'année ou jamais pour le TFC. Non, c'est pas l'année ou jamais. Ne dites pas ça, j'en suis Reda. Pourquoi ? Il y a encore le PSG, il y a encore Lyon, il y a encore Monaco, et tu peux pas. Quand tu es le TFC, pour aller loin. Quand tu es le TFC, faire une demi-finale, c'est-à-dire c'est de faire une demi-finale de Coupe de France, c'est quand même le parcours le plus loin depuis la création du TFC. Non, depuis 2009, puisqu'il y a eu. Vous avez jamais été en finale. Non, mais je veux dire. Voilà, donc c'est le parcours le plus loin égalé, donc c'est quand même l'année ou jamais de faire ça. Oui, mais non, c'est pas l'année ou jamais, parce que tu comptes prendre le PSG en demi, bon bah t'oublies tout pratiquement. Oui, mais si le PSG est en finale de la Ligue, par contre, ce qui serait marrant, on l'a dit en antenne, et je sais pas si vous l'avez vu, Marek, Kevin et Vincent, ce qui serait marrant, c'est que le TFC termine 4ème de Ligue 2. Non, ce qui serait marrant. Alors non pour les supporters, mais que le TFC termine 4ème de Ligue 2 et que Toulouse va en finale de la Coupe de France contre le PSG. Pourquoi ? Parce que si le PSG est en finale de la Coupe de France et de la finale de la Ligue des Champions et que Toulouse est 4ème, donc barragiste, plus finale de la... Non, 3ème c'est l'après. Et plus finaliste de la Coupe de France, en fait, c'est-à-dire que le TFC joue le mardi 18, ce serait potentiellement le barrage, et le mercredi 19, ce serait potentiellement la Ligue des Champions. Or, cette finale, on ne peut pas la déplacer la semaine d'après. Pourquoi la semaine d'après ? Il y a la finale de la Ligue des Champions. Donc, il y aurait un souk terrible et monumental au sein de la Fédération française de football et de la Ligue si le TFC arrive en finale et 4ème, mais normalement le TFC ne finira pas 4ème, hein. Quoique Grenoble a son dessin. On a parlé un peu de la Coupe de France, c'est demain à 18h45 sur Eurosport 2 contre Rumilly, club de National 3. Un mot sur National 2, pardon. Un mot sur la Ligue 2. Le TFC a le meilleur calendrier, j'ai l'impression, des 5-6 gros. Pareil, j'avais préparé. Non ou pas ? Oui. Vous attendez quoi de la fin de saison du TFC sur ça ? Il y a quand même on joue quand même 5 matchs, 5 victoires. On joue quand même des mal classés. C'est pas le plus facile à jouer. Hein. Surtout à l'extérieur. On l'a vu contre Châteauroux ce week-end. C'était poussif. Châteauroux a mieux joué que le TFC sur l'ensemble du match. Donc, pour monter, je pense que sur les 5 matchs, il faut 4 victoires. 4 victoires, un match nul, tu passes. Et 4 victoires, une défaite, tu peux passer. Et parce que les autres vont se jouer. Oui, il y a le match au Paris FC qui va se battre pour le barrage. Après, je pense que c'est largement réalisable vu les équipes qu'on joue, et notamment Pau ce week-end. Après, il va falloir faire mieux. Et la donnée à prendre en compte, et on le voit pour Clermont qui en souffre après coup, c'est le Covid. L'épidémie qui est en ce moment de Covid au TFC, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Il y a eu 4 ou 5 nouveaux joueurs hier, c'est tombé hier. Voilà, et on voit que Clermont a eu une période comme ça. Les joueurs sont revenus. Mais comme par hasard, Clermont perd alors qu'ils étaient dans une dynamique extraordinaire juste avant d'avoir tous ces cas de Covid. Donc il va falloir s'accrocher, se battre. Et pour finir la saison avec je sais pas quelle équipe, je sais pas quel joueur, je sais pas comment ça va se finir tout ça, mais voilà, il va sortir les tripes et les matchs mais nuls dans le jeu comme face au dernier de Ligue 2 à Châteauroux où c'était une sieste monumentale où on prend juste 3 points, il va en falloir des comme ça et ça part contre Pau ce week-end. Donc le plus important c'est le résultat. Marek, vous d'un œil peu plus extérieur que les 3 à côté de moi qui sont supporters déclarés et officiels du TFC. C'est vrai que pour la région, c'est bien d'avoir le club en première division. Un an après l'avoir quitté, il faut vite remonter dans ces moments-là. Et moi, je vais vous parler vraiment avec un œil de mec qui va au stade. C'est surtout, si on l'espère, la crise sanitaire s'estompe, c'est surtout se dire qu'en fait, on aura vécu une année en Ligue 2 et bon, en fait, on n'aura pas aller au stade, mais voilà, on n'aura pas vécu ça. Moi, c'est vraiment juste pour ça que c'est comme ça que je le vis, quoi. C'est vrai parce que le dernier match moi que j'ai commenté, c'est Toulouse-Rennes. Donc si je recommence d'un match, parce que c'est-à-dire que je vais retourner au stade, ce serait de la Ligue 1. Finalement, Toulouse n'a jamais quitté la Ligue 1. Et c'est sincèrement tout le mal qu'on leur souhaite. N'oubliez pas. On a fait un Toulouse-Sochaux quand même en début d'année au stade, donc voilà. Le superbe 0-0 du mois de c'est le seul match moi perso que j'ai vu. Le superbe 0-0 du mois de septembre. Merci beaucoup messieurs. Bon courage pour le TFC demain. Bon courage pour le Stade Toulousain, pour le Phoenix et pour tous les clubs de la région de Toulouse, même Blagnac, même Colomiers. Bref, tout le monde. Merci à Coraline et Romain à la réalisation. Encore désolé, chers auditeurs, pour l'interview. Et nous on se retrouve lundi prochain. À bientôt.